toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. En République de Guinée, la junte militaire au pouvoir tient depuis le 22 mars dernier des assises nationales dites de la vérité et du pardon. Ces rencontres qui sont prévues sur une durée de 6 semaines ont pour objectif de réconcilier les Guinéens, mais déjà une bonne partie de la société civile et la plateforme de l'opposition ont décidé de boycotter ces rencontres. Quelle issue à ces assises nationales? Quelle solution face aux différends qui opposent la junte militaire au pouvoir à la plateforme de l'opposition? Le développement en première partie d'émission. Et puis au Tchad, à peine lancé à Doha au Qatar, le pré-dialogue entre le gouvernement de transition et les groupes politico-militaires tchadiens a été reporté. Cela fait suite à la mise à l'écart de l'ancien chef de l'État tchadien, Goukouni Wedeye. Les participants à cette rencontre n'ont pas pu s'accorder sur certaines divergences. Quelles conditions à la reprise du pré-dialogue? Quelle issue au dialogue national inclusif? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau avec M. Mamgor Ngom, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de nous avoir invités pour parler de toutes ces questions aussi importantes pour l'Afrique et pour le monde. Merci également à vous et merci au doyen Mamadou Sy Albert également d'avoir répondu présent aussi à notre invitation. Merci Daouda, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir et bonjour à Mamgor aussi. Et je rappelle que vous êtes aussi journaliste et analyste politique. Mamgor Ngom, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a lancé les assises nationales pour une réconciliation des différents acteurs du pays. Son premier ministre Béavogui est chargé de la mise en place d'un comité national des assises pour coordonner l'ensemble des activités durant cette période. Mais est-ce que les choses ne partent pas aujourd'hui sur de nouvelles bases? Si l'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs politiques de la scène, en tout cas en Guinée, ont boycotté cette rencontre-là. Merci Daouda. On serait tenté de dire qu'il était temps, 6 mois après, qu'il y ait une organisation de ce dialogue, de ces assises en Guinée. Mais malheureusement, avec la situation actuelle, avec ce dialogue qui n'est pas du tout inclusif, on peut l'appeler ainsi, parce que quand on parle de la situation du pays, quand on parle de choses intéressantes dans un pays, il faut que la société civile, il faut que les partis de l'opposition, il faut que les partis politiques en général participent à ces assises. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a récemment 58 partis politiques qui ont fait une déclaration pour dire toute leur désolation face à la situation, face à la posture actuelle de la junte en Guinée. Et à côté de également la plateforme qui réunit les leaders de l'opposition, ainsi que aussi une plateforme de 18 organisations de la société civile qui, elles également, ont boycotté cette rencontre-là. Oui, à côté, il y a la société civile qui boycotte. Donc, c'est une sorte de retour à la case départ, alors qu'on s'attendait à beaucoup plus d'ouverture de la part de ceux qui dirigent la Guinée, même s'ils donnent des raisons, même s'ils ont posé des actes, notamment avec une chasse, bon, je ne dirais pas une chasse, mais une instruction souvent contre les pires de la République, des anciens ministres, des anciennes personnalités publiques qui ont vu leur dossier remuer. Je pense qu'il y a tous ces actes qui ont été posés. Mais ce qu'on attendait de plus en Guinée, c'est que c'est un dialogue inclusif et que tous les Guinéens se retrouvent autour d'une table. Après tout ce qui s'est passé avec Alpha Condé, après tout ce qui s'est passé avec Dadis Camara, on s'attendait à ce que la junte, même si elle a donné, si elle a été volontariste à bien des égards, on s'attendait à plus d'ouverture pour que tout le monde participe et que les choses puissent avancer. Mais là, je pense que on risque de parler, de prendre ils risquent de prendre tout leur temps, des semaines, à parler, alors que ce n'est pas évident
que ce qu'ils vont décider sera accepté par les hommes politiques notamment et la société civile. Et par rapport à cela, Mamadou Sy Albert, aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette décision ou bien cette attitude aujourd'hui de cette coalition d'acteurs politiques, plus de 50 partis politiques, de la plateforme de l'opposition guinéenne, ainsi que d'une bonne partie de sa société civile également, qui ont décidé de boycotter? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que aussi cette politique de la chaise vide est toujours peu payante? Bon, je crois que ça traduit l'absence de confiance entre la junte et les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Il y a un problème de confiance. Maintenant, ce problème de confiance, il vient, c'est vrai, après une phase d'euphorie. Hein. Tous les acteurs avaient à la limite accepté et même applaudi l'arrivée de la junte de pouvoir. Mais 6 mois après, l'opinion publique guinéenne se rend compte que il y a une fausse note dans cette stratégie-là. Le président a appelé à des assises, mais vous ne pouvez pas appeler à des assises sans qu'il y ait une feuille de route. C'est vraiment, après la confiance, il faut bâtir le pouvoir sur une feuille de route. Si vous n'avez pas une feuille de route, je pense que la junte est perdue quelque part dans sa stratégie. On revient à la case départ, comme il l'a dit. Et on ne voit pas aujourd'hui une feuille de route montrant clairement un calendrier, par exemple, électoral. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, au niveau des réformes institutionnelles. Et troisième problème, c'est aujourd'hui la situation socio-économique de la Guinée qui est absolument compliquée pour la population. Donc, si les acteurs ne voient pas clair dans le jeu, bon... il se retire. Hein. Il y a plus de confiance, mais le doute qui va persister va poser la légitimité de la junte militaire. Est-ce qu'elle aura la légitimité politique pour organiser des assises nationales? Je crois que c'est ça l'enjeu pour, en tout cas, les politiques et la société civile, c'est que cette junte-là n'est pas légitime. Et on reste encore avec cette feuille de route-là. Aujourd'hui, le Premier ministre Mohamed Beavogui avait présenté une feuille de route dès sa prise de fonction, mais une feuille de route sans chronogramme clair en tout cas, ni calendrier d'exécution, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce qui retarde selon vous aujourd'hui la durée de la transition? On nous avait annoncé que aujourd'hui c'est le Conseil national de transition qui est l'organe législatif qui va décider de cette durée, mais depuis sa session inaugurale, aucune information sur la durée de la transition après 6 mois aujourd'hui au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya. Pourquoi tout ce mystère autour de la durée de la transition en Guinée? Bon, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Hein. Maintenant, il y a un facteur quand même externe qui pèse lourd sur la balance du calendrier de la junte militaire. C'est que la Guinée est isolée. Hein. Vous avez les chefs d'État africains qui ne soutiennent pas. Donc ça, c'est une contrainte extérieure qui pèse sur la crise sociale et économique, mais également c'est sur une impasse politique par rapport à l'Afrique. Donc cette porte-là, elle est fermée, elle pèse sur la junte. Elle est perdue dans son propre jeu par rapport en tout cas à l'étranger. Mais d'un autre côté, à l'intérieur, le facteur interne, c'est ça qui fait peur. La junte a pris le pouvoir, elle ne sait pas comment y aller. Et quand vous n'avez pas la feuille de route pour dire que, par exemple, les Guinéens, ils n'ont jamais pensé que les militaires sont mieux que Alpha Condé. C'est ça l'erreur de la junte militaire. Les Guinéens sont d'accord pour que Alpha parte, mais pas pour que les militaires s'installent. C'est ce malentendu-là que la junte n'arrive pas à comprendre et elle hésite. Elle hésite à dire clairement, discutons par exemple sur les termes de référence. Pour moi, c'est une erreur politique énorme. Vous ne pouvez pas appeler à des assises nationales sans proposer des termes de référence.
Et concernant ces termes de référence, beaucoup d'acteurs, en tout cas qui ont participé à ces assises, comme ceux qui ont décidé de boycotter, se sont plaints du fait qu'ils ont reçu les termes de référence des assises la veille même du dialogue et que pour ce qui est de son contenu, et c'était des termes de référence non signés selon certains acteurs, on ne savait pas si c'était un document officiel ou non. Et également un autre problème, le contenu même de ces assises-là devait être annoncé le jour même de son lancement. Donc ce que beaucoup n'ont pas apprécié. Mame Gor Ngom, aujourd'hui, est-ce que les Guinéens, que ce soit Cellou Dalein Diallo, les organisations de la société civile ou les autres leaders aujourd'hui de la scène politique guinéenne, est-ce qu'ils ne craignent pas aujourd'hui le syndrome malien? Je m'explique. On a vu qu'au niveau du Mali, Assimi Goïta a d'abord tenu des concertations nationales et c'est à l'issue de ces concertations que l'annonce a été faite de proposer une transition de 5 ans. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi ce que craignent les Guinéens avec cette transition-là, en tout cas, ou bien avec cette transition militaire? Il est difficile de séparer ce qui se passe au Mali et ce qui se passe en Guinée et même au Burkina. Je pense qu'ils s'inspirent, ce sont des colonels qui s'inspirent d'une certaine situation. Goïta s'est inspiré de ce qui s'était passé lors des précédents coups d'État au Mali. Oui, c'est ça. Donc lui aussi, ils sont dans des calculs, ils sont dans des stratégies. Mais c'est un peu différent par rapport à la Guinée. Parce qu'au Mali, il y avait une forte mobilisation quand même autour des militaires de Goïta. Même si à l'origine, c'était de vastes rassemblements autour de l'imam Diko. Après, ils ont pris le pouvoir, mais c'est différent. Après avoir pris le pouvoir, parce que tout le monde était d'accord que le pouvoir était dans les rues. Les militaires ont pris leurs responsabilités et ont chassé Ibeka. En Guinée, ce n'est pas la même chose. En Guinée, les militaires en partie étaient avec Alpha Condé. Donc ça a été un peu une surprise. Ils ont pris le pouvoir. Les gens s'attendaient à ce qu'ils appellent toutes les forces vives de la nation. Les hommes politiques étaient un peu plus méfiants, mais aujourd'hui ils se rendent compte que de plus en plus, ils posent des actes, les militaires posent des actes qui ne sont pas différents forcément des actes posés par d'autres militaires qui étaient en Guinée et qui ont eu à gérer le pouvoir. Donc c'est pourquoi la confiance a été rompue. Donc, et si la confiance est rompue, comme le dit l'autre, Cellou Dalein Diallo, il faut un médiateur. Ce serait bien que la CEDEAO s'implique ou bien qu'on cherche un médiateur pour raffermir les liens, pour que les fils du dialogue soient recousus, pour enfin que les choses puissent aller de l'avant. Sinon, on risque d'assister à un dialogue de sourds entre des gouvernants qui organisent des assises sans vraiment aucune lisibilité, sans aucune feuille de route sérieuse, sans des termes de référence, et des opposants qui sont à la marge, qui ne participent même pas à ces assises, contrairement à ce qui s'est passé au Mali. Donc c'est assez compliqué la situation en Guinée. On risque d'aller directement vers le mur si on y prend garde. Et on reste avec cette question de confiance. On a noté que dans le pays, après la mise sur pied des organes de la transition, à savoir la désignation du Premier ministre, la mise sur pied d'un gouvernement et également d'un Conseil national de transition, organe législatif. Aujourd'hui, le président Mamadi Doumbouya, qui dirige aujourd'hui cette transition-là, veut que ces assises dans le pays soient pour la vérité, la réconciliation et le pardon. C'est ce qu'il a soutenu dans son discours lors du lancement aujourd'hui de ces assises nationales. Mais ne devrait-on pas d'abord passer par la case justice avant de parler de réconciliation et de pardon? Si l'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie durant les événements préélectoraux et électoraux en Guinée. Oui, c'est ce manque de visibilité, de lisibilité qui brouille un peu les cartes. Parce qu'on ne peut pas
par exemple, eux, ils mettent l'accent sur les crimes économiques et autres. Mais il y a des pertes en vies humaines. Je pense que c'est beaucoup plus important. Même du temps de Dadis Camara, avec les événements de septembre, avec une centaine de personnes tuées, des femmes violées, tout cela, c'est un lourd passif. Et concernant ces événements, même le capitaine Dadis Camara, qui est de retour aujourd'hui en Guinée, a fait part en tout cas de sa disponibilité à aller répondre devant la justice concernant ce qui s'est passé. Oui, c'est pourquoi il fallait commencer par le commencement. Le commencement, c'est une justice vraiment sérieuse qui est à équidistance de toutes les chapelles. Et non pas ce qu'on est en train de voir avec des actes qui sont un peu excessifs, de sortir des gens de leur maison et autres, ça peut être excessif. Alors que même la gestion du dossier Alpha Condé, ça n'a pas été aussi très, très clair dans les esprits de beaucoup de Guinéens. On dit dans quelles conditions il est parti, est-ce qu'il va revenir. Tout cela, il y avait même une récente vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux et que beaucoup pensaient que lui, il est même maintenant très bien à l'aise et qu'il s'entend parfaitement avec la junte au pouvoir. Donc tout cela, ce sont des zones d'ombre qui pourraient peser lourd dans les prochains jours. Et concernant les conditions de sortie du territoire de l'ancien président Condé, la junte avait fait savoir pour un début que c'était pour un mois, pour des raisons de santé, le temps de lui permettre d'aller aux Émirats Arabes Unis, se faire suivre par ces médecins-là. Aujourd'hui, on reste avec le président Condé pour parler surtout de son parti. Si aujourd'hui, beaucoup d'organisations, en tout cas de la société civile et de partis politiques ont décidé de boycotter, son parti, en tout cas, a décidé de participer à ces consultations-là, dites des consultations nationales. Et cela intervient au moment où le RPG est même divisé par une querelle de succession de Condé à la tête du parti. L'ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana a été élu nouveau leader du parti, ce que dénonce une autre frange du RPG. Aujourd'hui, quel avenir pour le parti de Condé qui séjourne aux Émirats Arabes Unis pour des raisons de santé, comme je l'ai rappelé tout à l'heure? Monsieur Si. Bon, ça va être un avenir très, très difficile à gérer. Comme vous l'avez dit, il y a un problème interne, la succession. Donc, c'est des rivalités politiques qu'il y a et chacune de ces têtes d'affiche, en tout cas, veut se positionner après le coup d'État. Donc là, c'est un problème interne que le parti de l'ancien président doit résoudre. Mais il y a aussi la position, s'il participe aux assises, le parti de Alpha Condé ne doit pas être la victime. Parce que quand vous voyez toute l'opposition refuser de cautionner la démarche de la junte, la société civile refuse. Si le parti de Condé participe et cherche à cautionner, ben, ça va discréditer davantage le parti de Condé. Et si l'on sait aussi que d'anciennes autorités qui avaient collaboré avec Condé sont revenus aujourd'hui dans ce gouvernement de transition-là, ou bien dans d'autres structures comme le Conseil national de transition, ce que d'ailleurs dénoncent aujourd'hui les opposants, en tout cas guinéens, puisque eux, ils avaient donné une liste dès le début aujourd'hui à Mamadi Doumbouya, au colonel Mamadi Doumbouya, de gens à exclure de la transition. C'était l'expression qu'ils avaient utilisée, la plateforme de l'opposition, qu'il y avait des gens aujourd'hui à exclure de la transition, puisque c'est des gens aussi qui devaient rendre compte par rapport à la gestion de Condé, que ce soit sur le plan économique comme pour les crimes qui ont été commis. Oui, tout à fait. Je pense que la junte fait une erreur, en tout cas dans le coaching de ce dossier-là. À la limite, si le parti de Condé est prisonnier des assises, ça va aider les militaires à préserver le pouvoir. Parce qu'ils ne vont pas mener la lutte contre l'impunité jusqu'au bout. Ils vont être l'otage des militaires. Mais d'un autre côté, ce qui risque de se passer, bon, c'est que ce parti-là va être isolé. Il ne pourra pas compétir correctement aux prochaines élections présidentielles et législatives. Sauf si maintenant, eux, ils soutiennent par exemple le candidat de la junte. Donc il y a un jeu qui est en train de s'établir et je pense que la junte ne devrait pas jouer cette carte-là.
Parce que c'est ça qui crée cette déception de la classe politique, que la junte ne joue pas franc jeu dans la lutte contre l'impunité, contre les crimes de sang, contre la restauration des valeurs démocratiques. Et ça, je pense que le parti de Condé va à l'aventure en essayant d'être l'otage de la junte militaire. C'est ce qui fait que cet avenir est sombre pour ce parti-là, mais ce qui risque de se passer, c'est une alliance entre la junte et le parti de Condé. Et ça va diviser encore davantage la Guinée. Il y aura un pouvoir militaire qui va essayer d'utiliser l'ancien parti au pouvoir, et en face, il y aura l'opposition. Et ça risque d'être un cercle vicieux. Et je pense que, en tout cas, la Guinée n'a pas intérêt à rester longtemps dans ce cycle infernal. Et Mamgo, vous avez parlé tout à l'heure d'une vidéo de Condé qui circulait. Et plus récemment également, la gendarmerie guinéenne a indiqué, surtout le 23 mars dernier, avoir arrêté un médecin d'Alpha Condé et son dernier chef de la diplomatie. Ce après la diffusion d'un enregistrement attribué à l'ancien président guinéen. Et dans cet enregistrement, les propos aujourd'hui, dans les propos en tout cas qu'on retrouve dans cet enregistrement, il soutenait aujourd'hui que son parti, le RPG, doit se mettre en ordre de bataille, surtout face à la situation sociale et politique du pays, cette détérioration de la situation sociale, et qu'il ne fallait pas laisser Cellou Dalein Diallo, le chef aujourd'hui, en tout cas le leader de l'opposition en Guinée, profiter de cette situation-là. Est-ce que cela aussi ne risque pas de compliquer davantage les relations entre le RPG ou bien entre le président Alpha Condé et l'actuel homme fort de Guinée, même si M. Mamadou Sy Albert pense qu'on ne pourrait pas exclure aujourd'hui à l'avenir une alliance entre les deux? Malheureusement, c'est du classique. C'est le sort de tous les partis déchus, dont le chef est déchu. Souvent, comme on le disait ici au Sénégal avec Abdoulaye Wade, dans les partis politiques, surtout en Afrique, il y a souvent des constances. Tout le reste, ce sont des variables. Aujourd'hui, le parti d'Alpha Condé n'avait pas prévu une rupture si brutale, une chute si brutale. Alors qu'une formation politique aussi, c'est de la prévision. Gouverner, c'est prévoir, mais aussi avoir une formation politique, c'est prévoir beaucoup de choses. Il fallait prévoir ça, il fallait prévoir celui qui devait le succéder en tant que... Parce que, bon, ils sont à la tête de leur parti, mais ils peuvent être décédés ou bien ils peuvent avoir des maladies qui les empêchent de continuer à travailler. Donc, il fallait penser à tout cela. Malheureusement, ils n'ont pas pensé à tout cela et qu'aujourd'hui, il y a un retour de bâton. Mais ce qu'on pourrait déplorer aussi, ce sont certaines méthodes des pouvoirs. Souvent, si un parti est en chute libre, si un parti au pouvoir n'est plus au pouvoir, il profite de l'occasion pour le déstabiliser. Souvent il y a des accusations qui sont puériles. Souvent, il y a des accusations qui reposent sur rien. Et pour ce qui est de ces accusations, même il y a des accusations contre Cellou Dalein Diallo aujourd'hui, des accusations avec l'affaire d'Air Guinée aujourd'hui, des poursuites même annoncées. Une affaire qui date de 20 ans. Bon, et plus ça discrédite davantage la junte, et que de plus en plus les gens peuvent penser que c'est une chasse aux sorcières. Donc, je pense qu'il faut souvent dépassionner le débat, agir avec beaucoup plus de sérénité, de lucidité et poser des actes avec beaucoup de mesures. Malheureusement, c'est ce qui fait défaut à cette junte et à beaucoup de pouvoirs africains. On peut, certes, pour le début, les gens peuvent applaudir, mais si on tire trop, ça peut amener à une impopularité grandissante et c'est extraordinaire. Donc, le colonel Doumbouya a intérêt à revoir un bon nombre de choses, à revoir sa communication sur certains sujets et à mettre l'accent sur l'essentiel. C'est l'essentiel en Guinée, c'est que les Guinéens puissent vivre normalement, convenablement. L'essentiel, ce sont des sujets qui préoccupent toute la population. Pour rester avec cet essentiel-là, Mamgo, aujourd'hui, Mamadou Sy Albert, comment aujourd'hui dépassionner le débat et rétablir surtout la confiance entre la junte et la classe politique guinéenne, surtout la plateforme de l'opposition? Moi, je crois que, en tout cas, dans l'immédiat,
les processus de transition sont très complexes. La junte aujourd'hui est en train de vivre un problème très douloureux. C'est que vous ne pouvez pas organiser la transition et être maître et parti. C'est impossible. Donc il faudrait que la junte et les Guinéens de manière générale quand même s'orientent vers la recherche d'un médiateur, de quelqu'un qui va stabiliser les camps. Il y a un jeu d'influence, il y a des luttes internes, il y a l'enjeu du pouvoir. Il faut qu'ils trouvent peut-être un consensus. À défaut d'avoir un médiateur pour conduire la transition jusqu'au bout, mais qu'ils trouvent des consensus. Le consensus aujourd'hui, c'est d'avoir des termes de référence très clairs, qu'il y ait une durée de transition, qu'ils regardent bien les institutions. Si vous voulez, c'est ce canevas-là qui va stabiliser les tensions et aussi permettre, par exemple, on parlait tout à l'heure du parti de l'ancien président, mais que ce parti-là également essaie d'apaiser pour essayer de trouver, en tout cas, un consensus en son sein. Et un consensus également, c'est ce que cherche à trouver Mahamat Idriss Déby, le président du Conseil militaire de transition au Tchad. Il a ouvert aujourd'hui un pré-dialogue avec les groupes politico-militaires tchadiens et ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Monsieur Mamadou Sy Albert, après l'ouverture des travaux à Doha au Qatar, le pré-dialogue tchadien a été suspendu en cause plusieurs désaccords entre acteurs, comme les points inscrits à l'ordre du jour et la question du nombre de représentants des 52 mouvements politico-militaires. Parmi aussi les raisons figure la décision du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT, qui a décidé de boycotter les négociations pour avoir plus de clarification, notamment sur le rôle du Qatar dans les négociations. Quel regard aujourd'hui portez-vous sur les avancées notées jusqu'ici, puisque avant d'arriver à ce pré-dialogue quand même, il y a eu plusieurs étapes dépassées. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce processus-là qui a permis d'arriver à ce stade-là? Bon, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le président tchadien Déby Fils a toujours l'initiative. C'est lui qui est à l'origine de cette initiative. Il a mis en place un comité spécial. Bon, je pense que ce comité spécial a eu des ratés. Des ratés parce que Goukouni, qui était chargé de conduire le pré-dialogue, a été écarté ou il a démissionné. Là, c'est un gros problème de confiance qu'il y aura entre la junte militaire et l'ancien président tchadien Goukouni Wedding. Donc ça, c'est un problème très sérieux qu'il faudra peut-être suivre attentivement. Maintenant, le deuxième problème de ce pré-dialogue, c'est, comme vous dites, il y a une multitude de groupes rebelles, plusieurs fractions, plusieurs organisation, c'est difficile de désigner 10 délégués pour aller représenter ces fractions-là. Franchement, le choix, le critère de désignation des représentants, c'est un gros problème. Bon. Maintenant, mais est-ce qu'un problème devrait se poser, Albert, si l'on sait que même s'ils sont au nombre de 52 aujourd'hui, ces groupes politico-militaires, ils sont répartis en tout cas en deux groupes. Il y a le groupe de Rome, où les négociations avaient été conduites par la communauté Santé-Gidio, et également le groupe de Doha. Aujourd'hui, est-ce qu'au sein de ces deux groupes aussi, il ne serait pas mieux de travailler sur la désignation des représentants plutôt qu'au sein des 52 groupes présents? Oui, c'est une approche. C'est peut-être l'approche la plus opérationnelle en tout cas, parce que c'est des groupes constitués. Vous les laissez l'initiative de discuter entre eux, de choisir leur délégué. Ça, c'est une bonne approche opérationnelle, parce que c'est un pré-dialogue, ça ne doit pas tirer trop en longueur. Bon, mais il ne faudrait pas perdre de vue que tous ces groupes rebelles-là ont aujourd'hui le regard fixé sur ces assises-là. Quelles vont être les conclusions de ces assises? Est-ce que la junte va être engagée par les conclusions? Est-ce que les rebelles vont être engagés par les conclusions? Si vous voulez, il y a une méfiance de part et d'autre. Personne ne veut être absent des conclusions. Parce que c'est les conclusions des assises qui vont engager quand même tous les groupes politiques, du groupe militaire,
Et je crois que c'est à ce niveau-là, peut-être que le ministre des Affaires étrangères devra rassurer. Il faudrait qu'il trouve une possibilité de parler directement à chacun des groupes, mais faciliter, par exemple, dire que on ne va pas aux assises pour être représenté individuellement, mais qu'on va aux assises pour représenter, soit on dit l'aile politique, prenez un représentant, l'aile militaire, prenez un représentant. Mais les assises n'engagent pas individuellement les groupes. Les assises engagent un pays qui est en danger. Et je crois que c'est ça qu'il faut peut-être mettre en avant pour que les intérêts de groupe ne prennent pas le dessus. Quand l'intérêt de groupe prend le dessus, ils ne trouveront jamais de consensus. Mais s'ils voient qu'il y a un intérêt du Tchad, qu'ils peuvent trouver une feuille de route, mais aussi que le président, je pense que le Déby Fils a accepté quand même de prendre des mesures allant dans le sens de satisfaire les revendications du groupe. Et d'ailleurs, beaucoup de revendications ont été satisfaites même dans ce sens-là, puisqu'il y a eu des amnisties aujourd'hui de certains groupes rebelles, de certains groupes politico-militaires. Il y a eu également la restitution des biens de certains leaders de ces groupes-là. Donc déjà des avancées ou bien des efforts qui ont été faits par Mahamat Idriss Déby, l'actuel président du Conseil militaire de transition. On reste avec la question de la confiance aujourd'hui entre les groupes politico-militaires et le gouvernement de transition. Cela a été davantage accentué aussi avec la mise à l'écart de Goukouni Wedeye qui aujourd'hui dirigeait le dialogue ou bien dirigeait les négociations avec les groupes politico-militaires. Mais à 3 ou 4 jours de la rencontre de Doha, un décret est sorti pour annoncer que il ne gère plus, en tout cas il ne dirige plus aujourd'hui ces négociations-là, mais il est remplacé par le ministre des Affaires étrangères, M. Mahamat Sherif Mahamat Zen. Et la version officielle, c'est que c'est sur demande du Qatar qui sollicite un interlocuteur aujourd'hui étatique. Par rapport à cela aujourd'hui, est-ce que cette décision ne pourrait pas avoir un impact même sur ce pré-dialogue-là? Si l'on sait que le FACT, comme d'autres groupes aujourd'hui, ne comprennent toujours pas cette décision d'avoir mis à l'écart Goukouni Wedeye avec qui ils ont négocié depuis le début. Oui, c'est une décision qui a été très inattendue, qui est intervenue à quelques jours du début de ces assises de Doha. Donc ça a été une surprise même pour Wedeye qui a dit qu'il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles ils l'ont mis à l'écart. Donc c'est un problème. L'autre problème est que même au niveau du FACT, le principal groupe rebelle, il pense que le pouvoir a fait appeler beaucoup d'autres groupes politico-militaires, comme il les appelle, pour mieux diluer la force du FACT. Donc ça aussi, c'est un problème. Au niveau du Qatar, certes, il voulait un interlocuteur étatique, ça c'est une raison qui peut être valable, mais même pour l'autre partie, pour les groupes rebelles et autres, eux, ils veulent aussi d'un médiateur. Un médiateur, le Qatar, à l'origine, c'était juste un facilitateur. Maintenant, ils ont fait de telle sorte que le Qatar soit aussi médiateur. Donc, si Goukouni Wedeye était toujours là-bas, ça aurait donné beaucoup plus d'impact au dialogue, beaucoup plus de sérieux, parce que c'est lui qui était en amont, donc en aval, il pouvait être là-bas. Et ce rôle de médiateur même du Qatar aujourd'hui ne rassure pas certains groupes comme le FACT. Oui. Cela fait partie des raisons qu'ils ont évoquées pour boycotter le dialogue. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette position du Qatar dans ce pré-dialogue-là entre le gouvernement de transition tchadien et les groupes politico-militaires? Oui, le Qatar, bon... Si on était dans une situation normale, on aurait crié au scandale. Mais le Tchad étant ce qu'il est, avec la prise de parole des armes qui a été notée depuis leur indépendance, donc on se réjouit que les gens se parlent. Enfin, même si c'est dans un autre pays étranger. Mais le Qatar, bien sûr, comme d'autres pays, ils ont des intérêts là-dessus.
Mais ce qu'on doit... C'est un autre pays où étaient exilés aussi beaucoup de chefs politiques. Donc il a des intérêts et puis il peut aussi garder cet intérêt, garder un œil sur le Tchad. Ça, je pense que ça, c'est aussi une donne. L'autre donne est que c'est au-delà de la logistique, au-delà des questions logistiques, des questions stratégiques et autres, certaines questions qui tournent autour de ce dialogue, mais il y a des questions beaucoup plus profondes. Cela veut dire, on ira où après ce dialogue? Est-ce que Idriss, le président actuel, qui est fils d'Idriss Déby, est-ce qu'il va continuer à être président de la République? Est-ce qu'il va se présenter à des élections? Est-ce que les rebelles, les groupes rebelles, ils vont continuer à se rebeller? Parce que de plus en plus au Tchad, il y a la société civile, il y a des gens, il y a une forte société civile et une opposition qui va au-delà même des partis politiques qui ne veulent pas une pérennisation du règne d'Idriss Déby. Après sa mort, dans des conditions troubles, son fils veut venir pour continuer son règne. Je pense qu'il y a de plus en plus de fortes voix qui s'élèvent contre ça. Et même du côté des rebelles, si la Libye se stabilise, les groupes rebelles auront de la peine à exister. Ça, je pense que ça aussi, c'est une donne. Ils auront de la peine à exister. Ils auront de la peine à résister pour faire face au pouvoir actuel. Donc, tous les deux, que ce soit le pouvoir central au Tchad, et que ce soit les rebelles, ils ont des problèmes. Et ils ont intérêt à ce que ce dialogue donne des résultats pour que le Tchad, enfin, puisse sortir de l'ornière. Et surtout par rapport à cette question de la sécurité intérieure dont vous avez parlé tout à l'heure, Mame Gor, on sait que le président Mohamed Idriss Déby a aujourd'hui diminué ses effectifs au Sahel de moitié quasiment. De 1200 et les effectifs tchadiens au Sahel sont passés à 600 pour aujourd'hui renforcer la sécurité au sein de son pays, c'est-à-dire la sécurité à l'intérieur et surtout aux frontières, à savoir aux frontières avec la Libye, avec le Cameroun, avec le Nigeria. Mais on reste toujours avec les concessions. Vous avez rappelé tout à l'heure les concessions faites par Mohamed Idriss Déby. Mais pour ce qui est de ce pré-dialogue-là aujourd'hui, Mamadou Sy Albert, qu'est-ce qu'on peut attendre aussi comme concession des groupes politico-militaires, surtout du FACT? Bon, ce qu'on peut dans l'immédiat, c'est que le Qatar joue son rôle jusqu'au bout. C'est-à-dire être dans la médiation et que tous les acteurs acceptent le principe de participer. Je pense que ça quand même, c'est un pas qui va être très important dans la stabilisation du conflit entre les groupes politico-militaires et la junte militaire. Bon, mais deuxièmement, il faudrait aussi que le Qatar, quand même, essaye de voir la suite. Une chose est d'amener tout le monde à avoir la même perception des assises, mais autre chose est de les amener et garantir. Nécessairement, le Qatar devrait peut-être aller dans le sens de prévoir les assises tchadiennes. Quel va être le rôle du Qatar? Est-ce que c'est un pays capable de garantir à toutes les parties que les conclusions des assises seront mises en œuvre? Bon, ça, je pense quand même que le Qatar devrait faire ce pas. Bon, évidemment, pas seul. On est dans un cadre africain. Il faudrait que l'Union africaine également essaye normalement, c'est l'Union africaine, à mon avis, qui doit gérer ces types de conflits-là. Parce que c'est l'institution politique panafricaniste. Bon, elle connaît les enjeux, elle connaît les protagonistes. Surtout à travers son conseil pour les affaires politiques, de paix et de sécurité également. Mais absolument. C'est l'autorité légitime pour conduire des assises nationales. Un pays, le Qatar, quelle que soit sa bonne volonté, mais le Qatar a ses intérêts dans cette zone-là. Et le Qatar ne peut pas être le garant de la stabilisation du Tchad. C'est l'Union africaine qui doit aller dans ce sens-là pour se rapprocher du Qatar, se rapprocher des différentes parties et je pense que l'Union africaine devrait participer même aux assises, même en tant qu'observateur, pour aider, appuyer cette dynamique. Bon, maintenant, c'est vrai qu'aussi, il y a l'autre question, la question de la sécurité. Le Tchad n'est pas du tout stable.
Et si la guerre continue et entre dans le pays, ça va raviver les rebelles, les groupes rebelles là. Et ils vivent de ça, ils vivent de la guerre. Donc de ce point de vue-là, je pense que aussi, peut-être que le fils de Déby, il faut qu'il soit sincère avec le peuple tchadien. La crise, elle est profonde, elle a duré. Il faudrait qu'il montre qu'il n'est pas là pour pérenniser le règne de son père. Je pense que sur le plan psychologique, s'il ne fait pas un acte en direction des Tchadiens, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas en tout cas de stabilisation. Et de ce point de vue-là, s'il n'est pas candidat, peut-être que ce serait vraiment l'acte majeur qu'il aurait fait en direction de son peuple. Et pour cette stabilisation-là, aujourd'hui, Mamgo, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce pré-dialogue de Doha, si l'on sait que c'est un premier pas pour aller vers le dialogue national inclusif au Tchad? Je pense que si toutes les parties sont d'accord sur la faisabilité du dialogue, déjà, il y a des pas en avant. Il y a des actes qui ont été posés et c'est salutaire. Le fait de les regrouper là-bas, seulement ça a été une prouesse pour des gens qui se faisaient la guerre. Donc, il faut de fortes résolutions, mais des résolutions qui touchent vraiment le cœur du problème. Parce que le cœur du problème au Tchad, ce sont des questions de gouvernance, ce sont des questions ethniques qui sont des questions très prégnantes et qui ont été à l'origine de beaucoup de problèmes, qui ont été à l'origine de beaucoup de crises au niveau de ce pays, aujourd'hui qui a connu la guerre, qui a connu des déchirures extraordinaires. Donc l'acte qu'on doit poser, déjà Déby fils ne devait pas être là. Bon, on l'a encadré avec la bienveillance d'une communauté internationale, souvent qui utilise cette duplicité extraordinaire selon ses intérêts. Donc, il ne devait même pas remplacer son père. Aujourd'hui, il a remplacé son père. Il est accueilli avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'égards par la France notamment et par d'autres puissances occidentales. Mais si les gens, si l'Occident, si les Tchadiens souffrent autant, c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance. Donc il faut s'attaquer à ces problèmes de gouvernance, à ces problèmes ethniques, et que le pouvoir actuel s'engage à ne pas se présenter pour une future élection présidentielle. Je pense que si Déby fils veut être président, veut continuer à être président, il y aura forcément des problèmes. Ça c'est clair. Mais pour rester avec ces problèmes-là, Mamgo, est-ce que ce sera facile, ce que vous venez de proposer, ainsi que Mamadou Sy Albert? Surtout si l'on sait qu'aujourd'hui, la charte actuellement de la transition au Tchad est une charte qui prévoit un mandat de 18 mois renouvelable une fois, ce qui veut dire 36 mois. Donc aujourd'hui, la charte de la transition tchadienne permet aujourd'hui à Mahamat Idriss Déby de faire 36 mois au pouvoir, à savoir une transition de 18 mois qui est renouvelable une seule fois. À l'issue aujourd'hui de ce pré-dialogue et du dialogue national inclusif, est-ce que cela ne risque pas aussi de poser un autre problème ou bien un autre point d'achoppement entre les différents acteurs au Tchad? Oui, c'est évident, mais comme je le disais tantôt, la même abnégation, le même engagement qu'ont l'Union européenne ou bien la CEDEAO n'est pas concernée par le Tchad, pour dire non à certaines transitions, on ne note pas ça au Tchad. Au Tchad, il y a une certaine bienveillance, il y a même un soutien. Peut-être c'est dû à la situation au niveau du Sahel, situation sécuritaire qui a été agitée et autres. Bon, mais à la longue, ça ne tient plus. À court, à moyen, à long terme, cet argument peut ne pas tenir. Donc il faudrait des solutions viables. Des solutions viables, c'est il y a un pré-dialogue à Doha, il y aura un dialogue au Tchad, à N'Djamena. Il faudrait des solutions, des résultats, des solutions, des propositions qui vont impacter sur la vie des Tchadiens. On ne peut pas continuer à se rassembler, à dialoguer,
alors qu'il n'y a aucun impact positif sur la vie des Tchadiens qui souffrent. C'est un pays qui a des richesses, mais qui souffre énormément à cause de la guerre, à cause des dysfonctionnements au niveau de l'État. Parce que l'État, souvent, là-bas, il n'y a pratiquement pas d'État. C'est la même clique qui dirige le pays depuis très longtemps. C'est une querelle autour du pouvoir extraordinaire d'une famille ou bien des opposants qui sont maltraités ou bien qui sont obligés de venir participer au pouvoir pour survivre. Je pense qu'il faut que ces problèmes, ces questions soient posées sur la table pour trouver des solutions. Si on ne le fait pas, les mêmes conséquences, les mêmes causes vont produire les mêmes conséquences. Et M. Albert, par rapport à tous les problèmes soulevés par Mamgor, à savoir aujourd'hui une hypermilitarisation du pouvoir au Tchad, l'émission également de la famille aujourd'hui dans les affaires publiques, à savoir la famille Déby, a précisé aussi qu'une partie aujourd'hui de ces groupes politico-militaires sont également des parents à Déby, des cousins, voire des oncles d'Idriss Déby Itno, c'est-à-dire le père et également de son fils Mohamed Idriss Déby. Aujourd'hui, quelle solution par rapport à tous ces problèmes-là aujourd'hui qu'historiquement le Tchad a traversé? Je crois que la solution, c'est les politiques. C'est une question de gouvernance. Le Tchad est traversé à la limite par les mêmes questions. Les questions ethniques, les questions de contrôle du pouvoir. C'est les deux questions récurrentes. Donc la solution, c'est vraiment comment arriver à installer une bonne gouvernance au Tchad. C'est la grosse question. Et le préalable, c'est de séparer justement l'État des ethnies et des familles. Ça, c'est un acte que les Tchadiens attendent. Et des militaires également. Si l'on sait que ce sont 20 généraux qui ont installé Mohamed Idriss Déby comme président du Conseil militaire de transition. 15 généraux qui étaient aussi avec son père, Idriss Déby Itno. Oui, c'est la question politique. Alors, si vous regardez Gouguinéwédé, c'est... le même problème qu'il y a eu à Bré de Gouguinéwédé. Après les deux, vous avez Déby. Bon, c'est une lutte de groupes. C'est des groupes d'influence. Et le fils de Déby, il a en tête l'histoire de sa famille, l'histoire du pouvoir de son père. Il est tenté pour préserver son pouvoir. Le pouvoir de son père, le pouvoir de sa famille, de son ethnie. Et en face, vous avez des opposants qui sont peut-être moins représentatifs que cette famille, mais qui aspirent à une démocratie réelle. Et là, je pense que la communauté internationale, à mon avis, a mal joué en accompagnant ce régime militaire-là. Il fallait arrêter dès le départ. Quand il y a eu le décès, c'était atroce, c'était dur, mais refuser que le fils de Déby prenne le pouvoir. Malheureusement, la communauté... Mais était-ce possible, Mamadou Sy Albert, si l'on sait que celui à qui le pouvoir revenait de droit s'est désisté, à savoir le président de l'Assemblée nationale tchadienne, évoquant des problèmes de santé? Oui, bon, c'est des questions politiques, c'est des questions politiques. Que le fils Déby, il avait l'armée avec lui, il maîtrisait la situation. Donc ce n'était pas possible que quelqu'un d'autre prenne la place de son père. Lui, il avait pris sa décision, et c'est quelqu'un quand même qui est très intelligent, qui savait la place de son père, la place de son pouvoir, mais aussi il avait de l'influence dans tous les pays africains. Si vous prenez le Sahel... Et de l'influence également au niveau de la communauté internationale. Vous avez rappelé tout à l'heure que la chance, si l'on l'appelait ainsi, de Mohamed Idriss Déby a été d'avoir le soutien de cette communauté internationale-là. La France aujourd'hui a soutenu ouvertement. Le président Macron s'est même déplacé pour venir aujourd'hui aux funérailles de feu président Idriss Déby, ce qui constituait également la reconnaissance aujourd'hui de son fils comme nouveau chef de l'État, en tout cas comme nouveau président du Conseil militaire de transition. Et rien qu'en mi-mars également, le président Mohamed Idriss Déby a reçu Madame la secrétaire d'État américaine adjointe,
chargé des affaires africaines, Molifi. Il a été question lors de cette audience-là que le président Mohamed Idriss Déby a accordé à la secrétaire d'État adjointe. Il a été question d'échanger de plusieurs sujets, parmi lesquels aujourd'hui la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Tchad, la question des réfugiés, des droits humains, mais aussi la question de la transition. Comment aujourd'hui ce soutien de la communauté internationale pourrait constituer un atout pour le Conseil militaire de transition afin de mener à bien la transition dans les délais impartis. Je ne parle pas d'un atout pour aujourd'hui le président Mohamed Idriss et son Conseil, mais plutôt d'un atout pour mener à bien la transition dans les délais et revenir à l'ordre constitutionnel. On disait tantôt que Mohamed est le putschiste le plus heureux du monde. Le jour du décès de son papa, bon, les funérailles, ça a coïncidé avec son entrée en fonction. Et le président français a fait le déplacement, a fait un discours et il l'a accueilli en président. Donc ça, c'est vraiment être chanceux, alors qu'ailleurs, on vitupère la démarche des putschistes, même si souvent, il y a une forte mobilisation, quand même, comme ce qui s'est passé au Mali, il y a une forte mobilisation des populations derrière les putschistes. Bon, c'est plus ou moins relativement, il y avait une mobilisation aussi en Guinée. Donc, c'est le même cas aussi au Burkina Faso, il n'y avait pas beaucoup de contestations. Donc, aujourd'hui, ce soutien peut être une force et un bien pour le Tchad s'il s'agissait d'un soutien pour vouloir amener la stabilité dans ce pays. On ne sait pas, est-ce que c'est un soutien sincère? Est-ce que, comme on le dit de manière très simple, de manière très élémentaire, que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts? Parce qu'une certaine communauté internationale, tant qu'elle a des intérêts dans un pays, elle s'en fiche pardonnez-moi l'expression, de la vie des populations. Elle ne s'intéresse même pas à la vie démocratique. Il y a des opposants qui sont brimés, il y a une gouvernance qui n'est pas tellement sobre, mais la communauté internationale, cette communauté internationale dont on parle, a souvent tendance à se taire tant que ses intérêts ne sont pas heurtés. Et donc, concernant cette communauté internationale-là, aujourd'hui, Mamgo, ce qu'on attend le plus d'elle, de cette communauté-là, c'est qu'elle accompagne aujourd'hui la transition au Tchad, dans le sens aujourd'hui d'aller dans la volonté de ce que veut le peuple tchadien, à savoir un retour dans les meilleurs délais de l'ordre constitutionnel et qu'on aille aujourd'hui vers un président élu démocratiquement et non un conseil militaire de transition, comme ça a été très souvent le cas dans ce pays-là de l'Afrique centrale. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Merci encore Mame Gor Ngom, journaliste et analyste politique, d'avoir partagé le plateau avec nous. Merci. Merci également à M. Mamadou Sy Albert, un autre confrère également et analyste politique. Un plaisir aussi d'avoir partagé le plateau avec vous. Oui, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.